train ont été annulés. Donc je vais essayer de tenir la distance. Je ne pourrais pas faire sa présentation, sa partie, qui était une explication très pratique de la stratégie numérique du musée Saint-Raymond de Toulouse, qui incorporait du coup les projets Wikimedia et l'Open Content dans leur pratique numérique globale. Moi, ma partie concerne le label Culture Libre, qui est un projet que l'association Wikimedia France a lancé pour récompenser les institutions culturelles qui ont intégré l'open content et le numérique collaboratif dans leur pratique. Donc c'était la partie un peu plus théorique. Ça ne nous empêche pas d'avoir une discussion après, si vous avez des questions, si je peux y répondre, tant mieux, sur les pratiques des institutions culturelles en général aujourd'hui sur les projets Wikipédia et sur l'open content. Donc cette présentation concerne un projet spécifique que nous avons lancé depuis novembre 2022, qui consiste à récompenser en fait les institutions culturelles, musées, bibliothèques, archives, qui ont ouvert leurs images en licence libre. Et petite précision de taille, des licences libres qui comprennent l'usage commercial. C'est un petit peu la grande discussion qu'on a en général avec les institutions culturelles. Parce que les projets Wikimedia, par exemple Wikipédia ou Wikimedia Commons, qui est la médiathèque libre, fonctionnent uniquement avec des licences libres comme Creative Commons à partir de la licence CC BY SA, qui est une licence qui impose par exemple la reprise sous la même licence des travaux qui ont été modifiés et qui n'a pas d'autres contraintes à part la mention de l'auteur, qui fait de toute façon partie du droit moral français. À propos des licences, on ne va pas rentrer dans le détail dans cette présentation, mais si jamais vous avez des questions sur les licences Creative Commons, je suis parfaitement disponible pour répondre à vos questions, puisque je baigne un peu dedans au quotidien avec les projets Wikimedia. Pour comprendre un peu le projet du label, il faut que je vous redonne un petit peu de contexte juridique et culturel que vous connaissez déjà en très grande partie, mais les raisons pour lesquelles on a lancé ces projets-là et notre positionnement surtout par rapport aux pratiques culturelles actuelles. Il faut savoir que l'open content, c'est un terme qui est relativement récent et qui surtout n'est pas forcément très répandu. On parle beaucoup d'open access et d'open data à l'international. Et il y a un peu de confusion sur les détails de ces usages. Open access qui est né quand même avec l'éducation, la science ouverte, etc. Qui incorpore pas forcément les réutilisations elles-mêmes. On parle juste d'ouverture, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe après l'ouverture? Est-ce qu'on invite ou pas les publics, et comment on le fait, à utiliser, réutiliser ces documents, ces images en libre accès? L'open content, on est vraiment dans une notion d'ouverture, de partage, incitation, diffusion, communication auprès du public sur la réutilisation justement des images. En particulier, alors, on parle de documents, on peut parler d'extraits sonores, on parle beaucoup quand même d'images patrimoniales, surtout avec les musées, du coup. C'est un peu le noyau dur de ce sujet. Vous avez donc un mouvement autour de l'open content qui s'appelle le mouvement Open Glam, qui est propre au projet Wikimedia et aux amis libristes de Wikimedia, donc des associations et des mouvements qui prônent justement les licences libres, les logiciels libres, d'une manière générale. Concrètement, en fait, l'open content, c'est vraiment une ouverture des images et documents en bonne définition et en licence libre. On a tendance à utiliser les projets Wikimedia puisqu'ils sont des destinataires, des paysages naturels lorsqu'on parle de public en ligne. Quand on connaît les audiences de Wikipédia et les fréquentations sur Wikimedia Commons, dont certaines images justement terminent dans les articles de Wikipédia, les publics en ligne sont souvent représentés justement par les publics utilisateurs des projets Wikimedia. Pour le contexte juridique, il y a eu une loi Walter en fait qui était votée en 2015, qui prévoyait une exception pour le secteur culturel par rapport à l'open data, c'est de continuer à lever une redevance sur les numérisations d'œuvres, notamment du domaine public. Et vous avez alors c'est des lois qui se sont un peu créées en chevauchement en fait. Je ne suis pas certain que la loi soit sortie en 2016, mais je pense que c'est ça. La loi pour une république numérique, loi Le Maire, du coup qui prévoyait l'open data par défaut. Donc lorsqu'on parle d'open data, on parle de données. Normalement, les images, on devrait pouvoir les compter parmi les données, mais c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'il y a en parallèle cette redevance culturelle. Et pour compliquer le tout, il y a aussi les directives sur les droits d'auteur européennes qui donnent une définition justement de l'ouverture, qui clarifie pas nécessairement de manière très prosaïque ce qu'on peut faire avec les images.
Donc il y a une forme de confusion en fait juridique, ou en tout cas de paradoxe juridique entre différentes lois, je trouve, euh, qui essayent d'être éclaircies et mis en avant. Il y a eu des rapports dessus, le rapport de l'INHA qui a été créé en 2018, notamment avec Martine Denoël et Johanna Daniel, qui parle justement de l'utilisation ou plutôt des risques de la rétention des images en fait patrimoniales par rapport au numérique. Et vous avez des enquêtes internationales, comme les enquêtes qui sont faites par Europeana, notamment Douglas McCarthy, qui justement donnent un aperçu des licences qui sont utilisées par les institutions culturelles sur leur plateforme numérique. Vous avez eu après, je ne l'ai peut-être pas mentionné ici, mais nous avons lancé un rapport qui s'appelle le rapport Open Content, qui justement est le premier rapport sur l'open content des institutions culturelles en France. Bon, il se trouve que j'ai un stand, donc si vous voulez découvrir ce rapport-là, je l'ai à disposition, qui va traiter justement de toutes les informations qu'on a pu recueillir en lançant des questionnaires justement auprès des institutions culturelles sur leurs usages des licences en général, et en allant en entonnoir sur est-ce qu'ils utilisaient des licences libres, quel type de licence, jusqu'où ils allaient justement vers l'ouverture, et surtout quels étaient les freins et les opportunités du fait d'ouvrir au grand public. Donc pour le contexte culturel, vous avez une numérisation et les médias sociaux qui sont, comment dire, il y a une vraie différence entre l'usage des médias sociaux et la mise en ligne des contenus. Les médias sociaux sont plébiscités, Twitter notamment, pour tout ce qui est communication, concours de GIF, etc. Mais en revanche, la mise en ligne des contenus, la qualité de la mise en ligne des contenus et l'ouverture, c'est une pratique qui est vraiment en retrait par rapport à cette utilisation des médias sociaux. Dans le rapport, il est dit que il y a plus de 70%, presque 80% des institutions culturelles qui utilisent les médias sociaux régulièrement. Vous en avez à peine 30 en fait qui utilisent des licences libres finalement pour utiliser leur connexion. Et quand on parle de licences libres, on ne parle pas forcément des licences les plus ouvertes. Vous avez une absence d'études nationales. Bon, maintenant c'est réglé avec le rapport Open Content. Vous avez un retard français d'une manière générale par rapport aux pratiques internationales. Alors on a observé depuis le Covid à peu près qu'il y a un ralentissement des pratiques d'ouverture. Mais il y a un réel retard français parce que vous avez des musées comme le Better Museum, le Rijksmuseum, plein d'autres exemples en fait, qui font réellement ce qu'on appelle de l'open content depuis des années. Le Rijksmuseum, ça fait plus de 10 ans qu'ils en font. Donc ils sont capables de faire un véritable bilan en fait de ces bénéfices, de ces contraintes, etc. Donc vous avez un engagement qui est aussi progressif. On discute avec de plus en plus d'institutions qui s'intéressent, au moins, qui sont curieuses de voir comment y aller. Il y a des contraintes juridiques, des contrats avec des prestataires, etc., qui font qu'il faut réfléchir et mettre à plat un petit peu tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour se lancer justement dans l'ouverture des contenus. Et vous avez aussi des débats autour de la valeur de l'utiliser, l'open data, au sein des institutions culturelles. C'est pas toujours compris en fait l'open data. On voit qu'il y a entre l'officialisation de l'open data et sa mise en pratique par les collectivités territoriales notamment, il y a eu une longueur en fait. Aujourd'hui encore, c'est pas toujours appliqué. Lorsque ça l'est, c'est pas forcément fait avec les informations propres dans les mentions légales, etc. Et simplement pour terminer, vous avez il y avait 60 glammes, je pense que ça a augmenté un petit peu depuis, qui était partie prenante en France de l'open content. Alors pour les enjeux de l'open content, en fait ça s'aligne un petit peu sur les usages modernes du numérique tout simplement. Vous avez le fait de rester visible et pertinent en ligne, évidemment, sur des sites qui ont une forte audience. On va dire que pour vulgariser, Wikipédia a une très forte audience et ne pas le considérer finalement dans le cadre de l'existence d'une institution culturelle, c'est un peu dommage parce que ça ne fait aucunement concurrence à un site institutionnel. Il y a de fortes chances d'ailleurs pour que l'audience soit supérieure sur Wikipédia. Et puis le fait de participer un petit peu à cette existence numérique, ça permet aussi parfois d'avoir des bonnes choses à dire, des bonnes sources, des images de qualité. Et mieux vaut avoir finalement une mainmise sur ces informations de qualité pour que le musée ait une réelle représentativité sur le numérique, qui est fidèle à son image et à ses missions.
vous avez des utilisateurs qui sont de plus en plus au cœur des missions des institutions culturelles. Pour parler du secteur public déjà, il y a cette mission d'ouvrir au plus grand nombre, de diffuser la connaissance au plus grand nombre. Alors c'est le créneau de Wikimedia France en particulier, mais c'est aussi une des missions fondamentales des musées, qui peut être parfois un petit peu en dichotomie avec le fait de faire de l'argent. Justement, c'est pas toujours évident de joindre ces deux missions-là qui ont, à mon sens, parfois un petit peu de mal à cohabiter. Et aujourd'hui, vous avez voilà, le constat qu'on a un peu plus de 10 ans de libre accès depuis les premières institutions qui ont lancé vraiment ces politiques de manière globale. Est-ce qu'on attend une généralisation? Est-ce qu'on est toujours en phase d'expérimentation? Est-ce qu'il y a voilà, un intérêt grandissant pour toutes ces pratiques? C'est ce qu'on voit un petit peu dans le rapport Open Content d'ailleurs. Et parmi les contraintes, il y a la législation complexe sur le droit d'auteur, un manque d'harmonisation internationale. Là, chaque pays va avoir ses contraintes juridiques, ses mouvements plus ou moins libristes. Vous avez l'Italie qui a fait un peu marche arrière alors qu'elle était dans le même content, qui est en train de réfléchir justement sur les questions de redevance, etc. Donc voilà, ça dépend aussi des gouvernements et des prises de décision et de leur intérêt à court terme parfois à long terme quand on est un peu chanceux. D'insérer justement des pratiques pour les institutions culturelles. Il y a une confusion juridique, comme je vous ai dit, et politique sur le statut des numérisations. Et puis, bon, il y a le cas particulier des œuvres en 3 dimensions, qui n'est pas du tout le même que des peintures, par exemple. Les risques du modèle actuel, ce sont les revendications de droits d'auteur et le fait de brider la créativité, l'innovation, la production de connaissances, la réutilisation des contenus en général, par du grand public, par des artistes, par des doctorants, par des étudiants. Vous avez une clause justement usage non commercial uniquement, qui limite les usages. Je vous parlais des projets Wikimedia qui fonctionnent avec des licences libres, qui utilisent l'autorisation commerciale parce que il y a trop de vide juridique sur Internet aussi, sur Facebook, Twitter, etc. On peut considérer que c'est des plateformes commerciales à partir du moment où il y a de la publicité et qu'en plus dans les confidentialités, les utilisateurs sont d'accord en général, pas trop le choix en même temps. Donc en fait, il y a une réelle enclosure autour de ces pratiques-là. Et comment est-ce que ces pratiques que l'on considère comme restrictives, elles peuvent servir réellement, fondamentalement, les missions des institutions culturelles? Je pense notamment à un rapport de la Cour des comptes de 2018 qui soulevait le fait que les bénéfices des numérisations, des reproductions, de la vente des numérisations étaient de plus en plus timides et que dans la plupart des cas, sauf exception, ils ne couvrent même pas les frais de numérisation. Donc il y a un réel modèle à repenser autour de ça. Et puis un modèle économique qui est inadapté, des profits de la monétisation des reproductions qui sont timides, inexistants comme je vous l'ai dit, et qui bride la valeur d'usage des images. On a une comparaison justement entre valeur marchande d'une image et sa valeur d'usage avec les publics justement en ligne et les publics physiques. Je vous parlais du retard français dans certains domaines. Il peut y avoir du mimétisme, le modèle OpenF qui fonctionne aux yeux justement d'un certain nombre d'institutions culturelles. Donc par mimétisme, beaucoup de bibliothèques vont reproduire justement sans forcément penser à la particularité de leur institution, de savoir si c'est réellement pertinent. Il y a une absence de positionnement fort de la part des pouvoirs publics. Alors il y a une nouveauté depuis le budget de septembre du ministère de la Culture qui prévoyait 5 millions d'euros pour l'ouverture des usages entre guillemets attendus des musées. On attend de voir les détails justement de cette politique que l'on n'a pas encore à ma connaissance. Il y a un besoin de pédagogie et de formation fort sur ces questions-là. L'open data n'est pas toujours bien maîtrisé, alors l'open content qui semble être une nouveauté puisque il a bien fallu parler des images puisqu'elles avaient l'air d'être mises à côté des données elles-mêmes. L'acceptation d'un autre modèle économique, simplement, des nouveaux budgets de numérisation et de mise en ligne. Et enfin, c'est pas la moindre explication du retard français, c'est la perte de contrôle des contenus. Il y a un sentiment réel d'être parfois dépossédé en fait des contenus lorsqu'on est une archive, une bibliothèque ou un musée. On a l'impression qu'on n'a plus de contrôle sur l'image, qu'on est plus possesseur finalement. Une peur qui est légitime, puisque c'est pas du tout dans notre culture forcément, en termes d'institution culturelle,
d'ouvrir comme ça, mais c'est une peur qui n'est pas rationalisée dans la mesure où la plupart des usages ne vont pas à l'encontre finalement de l'image des institutions culturelles. On l'a vu aussi, le rapport Open Content en parle. Finalement, très très peu d'institutions culturelles ont constaté des usages des images qui ne correspondaient pas du tout moralement ou qui allaient carrément vraiment à l'encontre de la bienséance en ce qui concerne les contenus de leur collection. Les opportunités de l'open content, c'est un gain de visibilité, un nouveau lien avec un public plus nombreux, plus diversifié. Un exemple, Paris Musée parlait souvent justement dans ses premières conférences à propos de leur auteur du contenu en licence CC0, du fait qu'ils avaient un chercheur japonais qui s'était intéressé à une image en particulier, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit celle-ci, donc parfois on a des vraies surprises sur les réutilisations d'œuvres, et on découvre justement des usages qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Donc on revient auprès d'audiences internationales, d'audiences même nationales, des publics qui sont finalement complémentaires, des publics qui sont physiques finalement. Il n'y a pas de, comment dire, l'accessibilité des images en ligne ne freine pas les visites physiques. C'était aussi une des peurs en fait lorsqu'on s'est lancé dans l'open data, open content, c'est est-ce que je vais avoir moins de public en présentiel. Il s'avère que tous les musées qui se sont lancés dans l'open content n'ont jamais constaté de la baisse en fait des visites corroborées avec la période à laquelle ils ont lancé l'open content. C'est très 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 difficile de mesurer l'impact d'une telle politique sur les entrées dans un musée, ça paraît aberrant. Et puis même s'il y a une augmentation comme au MetArt, on ne peut pas faire de lien direct entre l'open content et le fait qu'il y ait plus de gens qui viennent à l'intérieur du musée. Mais en tout cas, on sait qu'il n'y a aucune conséquence négative. Il y a le fait de favoriser la créativité et les nouveaux usages. Ça donne une nouvelle vie aux œuvres, au final. Être un point de référence sur Internet avec des images de qualité, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt que d'avoir des images médiocres, de basse définition, sur des sites plus ou moins connus. Et là, en l'occurrence, Wikimedia Commons, le fait d'être justement initiateur et le fait de verser ces images soi-même, qui mieux que le musée qui a les vraies numérisations en possession, de les verser sur Wikimedia Commons et de justement choisir le format et les verser en haute définition pour que les publics puissent y bénéficier directement. Il y a un nouveau dialogue, tout simplement, avec les internautes qui peuvent parfois, sur certains projets collaboratifs, aider à l'indexation. Et puis, on peut enlever les contraintes de gestion de redevances avec des grilles tarifaires inadaptées. Ça concerne certaines institutions, pas forcément toutes. Et les circuits de signature qui sont longs et contraignants, notamment lorsqu'on dépend d'une tutelle, d'une collectivité, par exemple. Alors, le musée Saint-Raymond, via Christelle Wigné, qui est malheureusement, elle s'excuse de ne pas être là à cause des annulations de trajets. Je peux simplement vous parler voilà, dans les grandes lignes, c'est un musée qui a 30 000 objets archéologiques qui sont inventoriés. Ils ont environ 4% d'objets exposés, donc il y a beaucoup de choses à dire au-delà des expositions. Ils ont fait le choix de la licence ouverte via la ville et l'Eurométropole en fait, de Toulouse. Donc il y a la plupart des institutions culturelles qui ont adopté du coup de fait par la décision municipale cette ouverture des contenus et ils l'utilisent à la fois pour les données et pour les images. C'était 2350 fichiers produits par des contributeurs externes. Donc là, il y a vraiment dans ce musée une dimension collaborative. C'est pas uniquement ouvrir des images sur le web, c'est on ouvre en licence libre, mais après, qu'est-ce qu'on fait, comment on les utilise, quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place concrètement. Et c'est ce qu'a fait le musée Saint-Raymond. Il a un peu exploré au fil du temps les projets Wikimedia, mais pas que, aussi des opportunités de créer, on va le voir peut-être juste après, un moteur de recherche sur des œuvres d'art, notamment des peintures. 2570 fichiers en haute définition qui ont été versés justement sur Wikimedia Commons par le musée Saint-Raymond. Et puis ils ont organisé ce qu'on appelle des éditatons. Alors les éditatons, on pourra en revenir dessus si vous le souhaitez, mais ce sont des journées contributives qui sont organisées par les structures accueillantes, par le musée par exemple, qui invitent soit du personnel, tout simplement, des étudiants qui sont liés aux thématiques du musée, ou carrément du grand public pour faire de la médiation culturelle par exemple. Et tout le monde se réunit dans une salle pour contribuer sur des articles Wikipédia, pour verser des images sur Wikimedia Commons, ou même sur Wikidata, qui est la base de données qui est liée à ces projets Wikimedia. Bref, pour contribuer avec des bibliographies, des sources, des images que le musée met à disposition lors de cette journée,
L'idée, en fait, c'est de créer, enrichir des articles Wikipédia qui sont liés directement ou indirectement aux thématiques du musée. Donc il y a une opportunité déjà de revaloriser les contenus du musée via l'encyclopédie, et puis d'utiliser le Wikipédia comme outil pour faire finalement un peu de médiation culturelle et créer un lien avec les publics, pour le coup physiques, qui peuvent être aussi en ligne d'ailleurs. C'est un exemple d'Editaton, mais il y a eu pas mal de journées qui ont été organisées du coup par le musée Saint-Raymond, notamment avec Wikidata, Wikipédia et Wikimedia Commons. Concrètement, en fait, lorsque vous faites dans son exemple, vous incorporez l'ouverture des contenus dans une stratégie beaucoup plus large sur le numérique. Vous avez une découvrabilité des collections. Lorsque vous tapez par exemple Tête de Vénus, vous allez tomber sur Google directement sur les collections qui ont été versées par le musée Saint-Raymond. Vous avez par exemple aussi la possibilité, avec toutes les données, par exemple vous enrichissez Wikidata avec les métadonnées des images, vous allez verser ces images-là sur Wikimedia Commons, sachant qu'il y a un lien entre ces deux plateformes. Vous avez la possibilité de créer des outils en fait avec ça. Vous pouvez faire de la cartographie, vous pouvez générer avec de la cartographie avec des logiciels comme OpenStreetMap par exemple. Vous pouvez créer aussi des moteurs de recherche comme c'est le cas pour Palladia, un accès cartographique justement des objets. Vous pouvez justement ici illustrer Wikipédia. Alors l'avantage ici, c'est que par exemple vous avez une photographie qui a été versée sur Wikimedia Commons et qui termine dans ce qu'on appelle l'infobox de l'article Wikipédia, donc c'est le menu à droite. Je vois Benoît, si j'ai dit de bêtises, tu n'hésites pas à me corriger. Hein. Et vous avez donc cette valorisation sur les articles Wikipédia. Toutes les images ne sont pas forcément destinées à finir sur Wikipédia, mais vous en avez certaines justement qui peuvent illustrer des articles. Ça sera justifié justement par un accompagnement textuel et la pertinence de cette image par rapport au contenu de l'article lui-même. Il ne s'agit pas de balancer une galerie entière juste pour le plaisir de mettre du visuel sur un article Wikipédia. Voilà pour l'exemple du musée qui pourrait être complété, si tu le veux bien, pour tout à l'heure. Le label dédié à l'open content, pour en venir justement après tout ce contexte qui était nécessaire, c'est un label qui a été créé du coup en novembre 2022. On a lancé un webinaire pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce label-là. Vous avez un jury qui est composé de professionnels de la culture, qui sont soit des passionnés de l'open content, soit qui l'intègrent directement dans leur pratique au quotidien, donc qui maîtrisent les aspects juridiques, opérationnels, et même en contraintes ressources humaines, de ce que ça peut impliquer, et qui connaissent aussi, comment dire, les autres pratiques, celles des restrictions, qui permettent justement d'avoir un regard assez juste, et le plus juste possible en tout cas, pour évaluer les dossiers de candidature. On a des partenaires aussi pour ce projet, c'est soutenu par Creative Commons France, Club Innovation et Culture France et l'Inocube. Donc en ce qui concerne les candidatures, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, vous avez des dossiers qui peuvent être déposés en fait par toutes les institutions culturelles, quelles qu'elles soient en fait, archives, musées, donc tout type de musée. Vous avez même des bibliothèques, des universités, donc bibliothèques universitaires qui peuvent le faire. Aujourd'hui, pour la première année, on en est à 18 candidatures. Alors, sachant que c'est un label que l'on lance modestement et avec un cercle justement de candidatures qui a été, élargi avec les colloques et justement les journées autour des thématiques wikimédiennes, c'est à mon sens, une très bonne nouvelle qu'on puisse avoir autant d'institutions culturelles qui candidatent à ce label-là. Vous avez donc une charte qui engage. Il ne s'agit pas justement uniquement de signer un dossier de candidature, mais il y a aussi un engagement sur des grands principes, le public au centre des préoccupations, l'adaptation aux pratiques collaboratives, l'accès à des sources fiables, les contenus de qualité. Donc vous avez une charte que l'institution elle-même est amenée à signer ou sa tutelle, lorsqu'il s'agit par exemple d'une tutelle administrative. Et cette charte doit être signée pour justement pouvoir déposer le dossier. Vous avez 3 niveaux de labellisation, et je vais rentrer un peu dans le détail, sans essayer de faire trop compliqué. Un premier niveau de labellisation que l'on appelle bronze, ça se voit pas comme ça tout de suite, mais il est représenté par le nombre de points d'exclamation, en fait, le niveau. Le label bronze, on va voir tout à l'heure, c'est le label le plus accessible, mais il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que dès le départ, en fait,
il faut avoir acté une politique d'open content pour obtenir le label, quel que soit son niveau. Ce n'est pas un label qui récompense uniquement la politique d'open content, c'est un label qui récompense aussi les pratiques collaboratives. Et donc c'est aussi là-dessus, sur ces critères-là, qu'on va pouvoir un peu monter en gamme au niveau du label. Alors pour démarrer, sur le label bronze, vous avez ce qu'on appelle des indicateurs indispensables qu'il faut respecter déjà pour pouvoir accéder à ce label. Le premier, c'est l'adoption de licences libres qui sont compatibles du coup avec les projets Wikimedia. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour rentrer vraiment dans le détail, on parle de licence CC by SA par exemple pour la plateforme Wikimedia Commons ou équivalent. Donc, si vous avez une licence ouverte d'étalable, ça fonctionne aussi. C'est vraiment l'histoire de la clause commerciale qui est souvent la limite en fait. Sur une licence qui ne va pas permettre l'usage commercial ne sera pas compatible avec les projets Wikipédia. Vous avez une méthode d'évaluation. Ça, c'est un extrait en fait du guide pratique justement de l'obtention du label que tout candidat peut avoir à disposition. Il explique les méthodes d'évaluation. C'est une ouverture des contenus à l'exception des droits opposables du coup. La qualité des images permet une réutilisation numérique et papier confortable. On ne parle pas forcément de haute définition dans le label niveau bronze. On ne parle pas non plus de vignettes. Il ne s'agit pas de mettre à disposition des vignettes qui sont inutilisables. Et le deuxième indicateur, c'est la communication auprès du public sur la politique d'open content de l'institution. Évidemment, il y a une démarche qui a été faite, mais voir quel effort a été fait aussi de communication par rapport à cette démarche. Mesure de l'effort de communication proportionnelle aux moyens. Évidemment, toutes les institutions culturelles n'ont pas les mêmes moyens de communication, donc c'est aussi à la discrétion du jury de voir quels sont les moyens et qu'est-ce qui est utilisé par rapport à ce qui est à disposition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des indicateurs optionnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire fi de ces indicateurs, ça veut dire simplement que ce sont des options. Il faut en choisir un au choix parmi les 4 qui sont présentés. Donc, ça laisse quand même un panel de possibilités. Donc, il faut avoir deux indicateurs indispensables, plus un optionnel. Ça fait 3 indicateurs à remplir pour obtenir le label de niveau bronze. Le premier, c'est le versement de contenu sur Wikimedia Commons et Wikidata, par exemple. On demande souvent, lorsqu'il y a eu des versements de ce type-là, de manifester l'engagement de reproduire d'autres. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un one-shot sur une année. Et de toute façon, les dossiers sont réévalués tous les 3 ans pour voir si justement les politiques ont été respectées et si l'institution est toujours, ces pratiques correspondent toujours au label culture libre. Vous avez ensuite un indicateur qui correspond au critère intégrer la contribution au projet Wikimedia dans les pratiques professionnelles. Là, c'est une thématique qu'on va retrouver c'est un fil rouge justement jusqu'au label de niveau or. D'abord, c'est l'édition des projets Wikimedia par le personnel. Donc, il peut y avoir un agent culturel qui va contribuer lui-même à Wikipédia ou à Wikimedia Commons ou encore à Wikidata. Avec la déclaration pareil de faire d'autres éditions par la suite, ou la mise en place d'une action de formation en lien avec les projets Wikimedia. Donc, on fait des formations, il y a aussi des bénévoles qui proposent des formations, qui adorent proposer des formations à des institutions culturelles qui souhaitent découvrir comment on contribue à Wikipédia sur une demi-journée, sur une journée, voire sur 2 journées parfois, ça peut se faire. Et vous avez enfin la mise en place d'un événement de contribution. Ça peut être l'Edidathon dont on parlait tout à l'heure, ou le Datathon lorsqu'on fait une journée entière sur Wikidata. Si vous choisissez l'un des 4 indicateurs ici, en complément des indicateurs qu'on vient de voir sur la slide d'avant, vous êtes potentiellement du coup éligible au label Culture Libre au niveau bronze. Ça va se compliquer un tout petit peu au niveau argent, puisque là, les critères vont un peu augmenter en gamme en termes d'image et d'accessibilité, en fait, sur la qualité et l'accessibilité. C'est-à-dire que vous avez des images qui sont sur une plateforme numérique, mais il n'y a aucun bouton télécharger, il n'y a aucune indication comment est-ce qu'on peut récupérer l'image, on ne sait pas, en fait, il faut cliquer droit, et puis on ne connaît pas vraiment la qualité de l'image, on voit que c'est une image qui est vraiment très très moyenne, qui ne permet pas, alors je vais dire des bêtises pour les techniciens, mais par exemple du 300 dpi pour faire l'impression, ça va aussi dépendre de la largeur de l'image, il faut combiner plusieurs critères pour admettre que c'est une qualité réutilisable en haute définition. Donc c'est évalué par exemple par le jury, il faut que l'image soit de bonne qualité, qu'elle soit réutilisable dans de très bonnes conditions, et puis qu'il y ait une véritable accessibilité de ces images. C'est-à-dire que voilà, on a des systèmes de visionneuses aujourd'hui qui permettent le téléchargement avec un bouton qui est facilement identifiable. On a aussi des mentions, des conditions d'utilisation, parfois qui sont juste en dessous de l'image, parfois qui sont dans les conditions CGU du site lui-même. Bref, la qualité de ces informations va être un critère en fait pour obtenir le label de niveau argent. Vous avez le fait d'intégrer la contribution au projet Wikimedia, toujours.
donc c'est le fil rouge dont je vous parlais. Là, c'est des actions de contribution répétées. Donc, vous n'avez pas forcément une contribution sur un article de Wikipédia, mais vous avez une régularité finalement dans la contribution. On ne demande pas de contribuer tous les jours à ce niveau-là, mais qu'on sente qu'il y ait un engagement finalement du personnel, même si c'est pas dans une fiche de poste, qu'il y a cet engagement dans l'année, en cours, de produire plusieurs actions en fait de contribution au projet Wikimedia. Et enfin, la communication externe sur ces actions. Encore une fois, toujours proportionnelle aux moyens. Et là, vous avez beaucoup plus d'indicateurs optionnels. Donc, avant, vous aviez donc ces indicateurs, les 4 indicateurs indispensables, et vous avez 2 choix au minimum sur 2 critères différents. Ce qu'on appelle les critères, en fait, c'est tout simplement la petite bande bleu ciel en haut. Et donc, il faut choisir 2 indicateurs, mais qui n'appartiennent pas aux mêmes critères. Il faut savoir que lorsque vous candidatez au label niveau argent, le prérequis, c'est qu'évidemment les critères du label bronze soient déjà remplis. C'est-à-dire qu'il faut aussi justifier du fait d'avoir fait ce qui était, ça paraît normal, mais c'est bon à préciser. Vous avez d'abord la conception d'une plateforme numérique avec des licences compatibles Wikimedia. Donc ça arrive très souvent. Vous avez, lorsqu'on a initié une politique d'open content, un certain nombre d'institutions culturelles qui ont les moyens ont créé une plateforme numérique propre. Vous avez le fait de diffuser des contenus libres, justement, sur d'autres plateformes publiques. C'est pas parce qu'on a une plateforme numérique propre qu'on n'a pas d'intérêt forcément à aller sur d'autres plateformes. On peut choisir des corpus, on peut avoir une forme d'éditorialisation finalement des versements de ces contenus. Wikimedia Commons n'est pas un substitut d'une plateforme numérique. Elle est là pour enrichir des contenus de manière choisie, pensée. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de musées aujourd'hui parmi nos partenaires. Il y a le fait de contribuer, d'avoir des contributions harmonisées entre Wikidata et Wikimedia Commons. L'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est que vraiment l'image qu'on verse sur Wikimedia Commons, il y a aussi toutes les informations, les données qui correspondantes qui sont sur Wikidata. Wikidata, on pourra en parler plus tard, on pourra même en parler sur le stand si vous le souhaitez. C'est le dernier né en fait des projets Wikimedia. Je le considère moi comme le plus important parce que c'est lui qui fait le lien entre tous les projets Wikimedia, qui vous permet d'avoir différentes langues sur Wikipédia accessibles facilement. C'est lui qui fait le lien sur les infobox, etc., etc. Donc c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Et c'est un critère à part entière de faire ces contributions propres entre les 2 plateformes de manière complémentaire. Et enfin, la mise en place d'une formation de sensibilisation régulière en fonction des besoins du personnel. Évidemment, si le personnel, il n'y a pas beaucoup de turnover et que les porteurs de projet sont les mêmes, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire une formation. Si en revanche, vous avez pas mal de turnover et que les personnes qui sont, entre guillemets, attitrées justement au projet numérique, comme Wikipédia, il y aura peut-être besoin d'une formation relativement régulière au projet Wikimedia. Deuxième slide sur les indicateurs optionnels, parce qu'il y en a plus que je voulais dire. Vous avez l'embarras du choix, la mise en place d'événements de contribution répétés impliquant des communautés extérieures, la valorisation des usages de l'open content, et vous avez la participation aux actions de promotion du libre accès et de l'open content. Donc là, on est vraiment sur une implication déjà aussi politique de l'institution. Donc on voit qu'on est passé à un niveau supérieur en termes d'engagement officieux et officiel de l'institution. Et l'implication de communautés du libre lors d'événements contributifs. On pense à nos amis d'OpenStreetMap par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et enfin, on passe au niveau or. C'est, il me semble, le plus simple à présenter, parce qu'il n'y a qu'une seule slide, ça c'est chouette. Il y a moins de choses écrites, mais c'est les plus difficiles à atteindre, évidemment, c'est toujours comme ça. Vous avez justement ce fil rouge qui est l'intégration des contributions au projet Wikimedia dans les pratiques professionnelles. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement moi, à titre personnel, comme je travaille avec les institutions culturelles, c'est un des impacts que je cherche à viser. Évidemment, on travaille aussi avec plein d'institutions qui ne visent pas cet impact ultime, on dira, mais en tout cas, c'est un fil rouge justement qui permet d'évoluer petit à petit. On n'est pas obligé d'atteindre l'or, on n'est pas obligé d'atteindre l'argent, évidemment. Mais pour les institutions qui veulent être justement faire de lance, qui veulent être ambassadeurs de ces politiques numériques, c'est réellement un engagement sur le long terme. Donc là, les indicateurs indispensables, les prérequis de l'argent, évidemment, en termes de qualité et d'accessibilité des images, et une inscription de ces pratiques de contribution dans les missions régulières de l'institution. Donc là, on va avoir une évaluation sur les documents d'orientation, feuilles de route, organigrammes, etc., qui sont des éléments justificatifs dans le dossier.
avoir une stratégie de développement à moyen terme, donc intégration formelle de la contribution dans un programme ou plan d'action, où on a proposé une modalité d'action qui s'appelle la résidence wikimédienne. Donc c'est des wikimédiens ou en tout cas des personnes qui maîtrisent les projets Wikimédia, qui intègrent la structure pour faire le lien entre la structure et les communautés en ligne de Wikimédia, pour créer des événements contributifs, pour former le personnel au projet Wikimédia, pour finalement les aider à incorporer ces pratiques, ces automatismes et cette connaissance, cette acculturation de l'univers Wikimédia et potentiellement de l'open content du coup, au sein du personnel. L'idée, c'est vraiment de proposer aussi à la fin un plan de pérennisation idéalement, puisque si la résidence a une fin, les pratiques ne doivent pas en avoir une en théorie. Il est là pour ça. Vous avez une diversité des projets Wikimédia impliqués dans les actions. Donc là, pour le coup, c'est l'exemple du musée Saint-Raymond. Il n'y a pas eu de message en grande pompe, il n'y a pas eu une espèce d'engagement, les deux pieds dans le plat directement sur tous les projets. Ça serait beaucoup trop facile. Il y a eu en revanche une espèce de découverte, une véritable découverte des avantages de telle ou telle plateforme. Moi, c'est pas la première fois que je vois des contributeurs qui commencent par Wikipédia, et puis à un moment donné, ils mettent le doigt sur Wikidata, et puis là, j'ai l'impression que c'est l'Eldorado en fait. Donc je dis pas que l'encyclopédie Wikipédia est moins intéressante, c'est simplement qu'on voit beaucoup d'agents culturels qui, en découvrant Wikidata, trouvent aussi une nouvelle forme de contribution qui est extrêmement riche et intéressante, où il y a des véritables besoins en fait de la part des institutions culturelles. Et enfin, devenir ambassadeur. Et là, ça s'évalue par le fait de participer régulièrement à des colloques, des interventions, qui parle des projets Wikimédia, de l'engagement, de l'incorporation des projets Wikimédia dans les pratiques, et de l'open content d'une manière générale dans ces pratiques-là. Donc, il y a un calendrier par rapport à ce label-là. Vous avez eu les délibérations qui ont lieu là jusqu'à cette semaine, et on va avoir l'annonce des résultats au labellisé, et une journée Wikimédia Culture et Numérique, qui est la 4e édition qu'on organise, qui aura lieu à l'INHA le 25 avril en présentiel. Ça sera enregistré et diffusé a posteriori en ligne. Et lors de cette journée, il y aura la présentation du coup de l'Observatoire Open Content que l'on crée avec un comité de pilotage qui va justement proposer une analyse des contenus et une lettre annuelle qui parlera de l'open content des institutions culturelles, et pourquoi pas scientifiques justement à terme. Et une présentation lors de cette journée, la matinée, des premiers lauréats du label, avec une présentation aussi de 3 de ces projets-là, qui sont en lien avec les labellisés. Ça sera suivi, et chose intéressante, l'après-midi, par des échanges en fait avec des agents culturels qui ont éprouvé l'open content et qui pourront parler du choix des licences. Voilà, quelles licences on choisit lorsqu'on veut faire l'open content, comment est-ce qu'on identifie les ayants droit, voilà, des images numérisées du musée, comment est-ce qu'on gère avec la tutelle administrative pour mettre en place ce projet. Tout ça, c'est des questions qui seront abordées lors de cette journée-là. Et vous avez, pour la seconde édition du label, à partir d'octobre 2023, la possibilité de commencer déjà à déposer des dossiers de candidature. Donc sur le site internet de Wikimedia France, vous avez toutes les informations disponibles. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris en vrai. J'ai pris mon temps exprès, mais il est 11h12, donc ça termine dans combien de temps? Ah bah voilà, j'ai vraiment pris mon temps en fait. Si vous avez des questions, je suis parfaitement disponible. Aucune question? Je vous donne rendez-vous en tout cas sur le stand de Wikimedia France si vous le souhaitez, pour discuter du label Culture Libre, pour discuter du rapport Open Content si vous êtes intéressé justement par cet ensemble d'informations sur les pratiques numériques des institutions culturelles, et pour parler aussi des projets Wikimedia, quels sont les projets sur lesquels on peut contribuer tout simplement en tant que musée. Voilà. Et je vous remercie.